Bienvenue à nouveau. Voici la deuxième partie de ma récapitulation de Futo-Tantei. L'histoire continue lorsque Shotaro et Philippe se retrouvent au milieu d'une tempête de neige hors saison alors qu'ils cueillent des champignons dans les montagnes. Alors qu'il gèle, Philippe est de plus en plus excité par le fait que sa récolte est toujours intacte. De retour en ville, Ryu est bloqué par la neige dans l'agence de détective Narumi avec Akiko et Tokim. Il est venu les alerter sur le fait que Miyara a été assassiné de manière improbable alors qu'il était sous la garde de la police, et ce malgré une sécurité renforcée. Compte tenu des conditions météorologiques, le groupe commence à soupçonner le duo de détectives d'être bloqué alors qu'ils devraient déjà être revenus de leur petite aventure. Pendant ce temps, le duo se bat à travers la tempête pour atteindre un village, mais le trouve abandonné. Alors qu'ils perdent espoir, Kana surgit comme un ange gardien, leur donne des couvertures et les conduit à un manoir à proximité. Lorsqu'ils entrent, elle leur demande de rester à l'entrée pendant qu'elle cherche la permission du propriétaire pour qu'ils puissent s'abriter. Kana demande également qu'ils ne révèlent pas le fait qu'ils ont vu son visage. Pendant que le duo attend, il remarque qu'il n'y a pas de signal cellulaire et attribue cela à la météo. Peu de temps après, elle leur fait signe de la suivre. Philippe remarque un changement dans son comportement, et cela devient clair lorsqu'ils arrivent dans le hall principal. Tout le monde porte des masques étranges pour un truc du niveau Visored. Bravo à l'eau de Javel. Le maître des lieux agrippe les jeunes femmes présentes alors qu'il demande au duo ce qu'elles pensent qu'il se passe dans la maison. En utilisant leurs compétences de détective, il conclut qu'il s'agit du mariage d'un renard. Il est impressionné par leur capacité d'analyse. Sa grand-mère Kiku explique en dévoilant son visage que c'est une coutume de sélection pour trouver une femme convenable pour épouser son petit-fils. Il s'agit de la famille Kagamino qui a régné sur cette ville minière aurifère autrefois très dynamique, mais dont la popularité a décliné. La famille étant toujours très riche, elle veut s'assurer que les femmes qui se marient sont choisies en fonction de leur caractère plutôt que de leur apparence, d'où les masques. Celle qui captera l'affection de Kuya pendant les 4 jours gagnera, mais les femmes seront également disqualifiées si leur visage ou leur nom est divulgué. La neige a bloqué le tunnel qui permet de sortir de la zone, ils sont donc tout bloqués. En plus des 9 personnes actuellement présentes dans la pièce, un des amis de grand-mère Kiku est également présent, ce qui fait 10 personnes au total. Les détectives reçoivent également un masque à porter dans la maison et quelque chose de chaud à manger. Bando se présente comme Kanamori qui est une connaissance de Kiku. Il prétend être un marchand d'art ancien qui travaille en étroite collaboration avec grand-mère et a été invité à observer le processus de sélection. Il est un peu surpris de tomber sur les détectives dans un tel endroit. Le duo ne sait pas qu'il est leur principal antagoniste. Plus tard dans la nuit, Shotaro se réveille pour aller aux toilettes mais il est accueilli par une Kana affolée qui le supplie de l'aider avant de s'enfuir. Soudain, une grande détonation secoue le manoir, attirant l'attention de Shotaro à l'extérieur. Là, il rencontre l'une des candidates embrochée dans un arbre avec un regard de joie sur le visage. Un dopant apparaît soudainement heureux qu'un candidat soit à terre et commence à attaquer Shotaro. Philippe s'interpose en assommant le monstre avant que le duo ne fusionne en Kamen Rider W. Lorsqu'ils attaquent, de l'alcool suinte du dopant et atterrit sur eux. Le monstre riposte avec une explosion qui enflamme l'alcool, ce qui fait exploser les détectives, mais il passe au joker de chaleur avant de pouvoir faire des dégâts. Il continue à échanger des coups, mais la bataille s'achève de manière décevante lorsque le dopant bat en retraite. Tout le monde se rassemble dans le hall principal car la situation s'est transformée en un jeu de Cluedo. Les détectives reçoivent la permission d'enquêter et commencent par demander à chacun de révéler son visage et son nom. Ils cherchent ensuite des preuves dans les locaux, mais ils sont interrompus lorsque Kurumi les avertit qu'un des candidats est mystérieusement décédé dans la salle de bain. Tout le monde vient sur les lieux pour la voir avec le même regard d'extase sur son visage. Après une brève inspection, Philippe convoque une autre réunion où il révèle qu'une candidate à la mariée meurt chaque nuit, et que la tendance risque de se poursuivre. Kuya révèle que la récente victime et Kurumi se sont disputés à son sujet juste avant sa mort, mais Kurumi nie toute implication dans sa disparition. Shotaro demande à Kana où elle se trouve, mais elle ne se souvient pas, ce qui la fait paraître très coupable. Après leur interrogatoire, Philippe obtient du réseau, il appelle Ryu en renfort. Akiko et Tokim l'accompagnent. Le détective aux cheveux verts estime avoir résolu l'affaire en se basant sur les preuves. Ils excluent Kana comme coupable avant de l'utiliser comme appât pour exécuter leur plan. Une lettre de Kana est présentée à Kuya, détaillant son retrait du processus de sélection. Sa réaction indique qu'il avait un faible pour elle. Philippe se déguise en Kana et fait semblant de partir à travers la forêt quand Kurumi lui bloque le passage pensant que c'est la vraie Kana. Elle enlève son masque alors qu'elle se prépare à insérer la mémoire de l'alcool Gaïa. Mais Philippe la désarme rapidement avant de révéler le piège. Il remarque qu'il s'agit d'une mémoire à dopant argenté qui est un modèle plus puissant utilisé par le membre associé Muséum, l'organisation qui a créé les mémoires Gaïa. Les détectives ont leur moment de révélation Scooby-Doo quand ils expliquent que toutes les candidates à la mariée ont été implantées avec des ports d'injection à leur insu. Le décès de chacun des candidats était dû à une intoxication alcoolique due à l'utilisation de la mémoire. Ils étaient possédés par le bâton lorsqu'ils étaient à proximité, donc il y avait en fait plusieurs alcools dopants. Kana a été la première victime, mais son corps l'a rejeté, ce qui lui a fait perdre conscience. Ils en concluent qu'il doit s'agir d'une sorte d'expérimentation de Gaïa. Pendant ce temps, au tunnel, les renforts sont arrivés, mais ils sont coincés à déblayer la neige.
Tokim a le mauvais pressentiment que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Ryu active donc son Kamen Ride et se transforme en vélo pour que lui et Tokim puissent se rendre sur les lieux plus rapidement. De retour dans la forêt, Bando commence sa retraite maintenant que le chat est sorti du sac. Il libère quelques mascarades qui commencent à attaquer le duo. Ryu et Tokim arrivent à temps pour les aider à se débarrasser de la chair à canon. Lorsque le musée de l'organisation est mentionné en présence de Tokim, cela semble lui rappeler quelque chose. Mais le fil de ses pensées est interrompu lorsqu'elle sent un dopant d'une puissance incroyable s'approcher. Une bête à ondes sonores déchire la forêt, mais ils parviennent à l'esquiver. Ryu se porte volontaire pour s'attaquer à ce nouvel ennemi tandis que les autres partent à la recherche du vrai coupable. Lorsqu'ils arrivent au manoir, il est révélé que Kiku est le cerveau derrière tout cela. Même son petit-fils n'a pas été conscient de ses actions. Elle a travaillé avec le musée avant leur disparition. Elle leur a même offert ses locaux ainsi que son propre corps pour des expériences. La vieille dame utilisait son pouvoir de dopage pour amasser des richesses et aussi pour détruire tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, tout cela au nom de la famille. Son temps étant compté, elle devait trouver une épouse pour Kuya qui pourrait hériter de la mémoire de l'alcool Gaïa pour poursuivre son travail dans l'ombre. D'où l'expérimentation sur les filles, avec le plan maintenant révélé, elle doit tuer tous les témoins. La vieille dame utilise sa mémoire Gaïa depuis si longtemps qu'elle a éveillé des pouvoirs surhumains même sous forme humaine. Ses capacités lorsqu'elle est transformée sont également supérieures à la normale. Ceux qui ont atteint ce niveau sont appelés Aidop. Tokim surprend tout le monde, y compris elle-même, car c'est elle qui rappelle le terme à la vieille dame. Certains des souvenirs refoulés causés par son amnésie commencent à émerger. Kiku prévient les détectives de se préparer pendant qu'elle insère le lecteur. Le duo se transforme mais est facilement submergé, ce qui l'oblige à libérer sa forme ultime W afin de renverser la situation. Ils s'avèrent être supérieurs avec leur montée en puissance en expédiant la mamie avec facilité. Une explosion provoque l'embrasement du manoir. Mamie a un jour ordonné à son majordome de faire exploser l'endroit si jamais elle prenait un aile. Kuya tente de sauver sa grand-mère mais elle l'envoie en sécurité avec Tokim. Les détectives ne pouvant la sauver, ils offrent un atterrissage en douceur aux deux autres. Bando observe depuis une falaise voisine alors que tout s'écroule. Shotaro et Philippe se dirigent vers Ryu qui semble avoir des problèmes avec le dopant sonore. Son attaque est interrompue lorsque Bando fait une grande entrée au sommet d'un brachiosaurus dopant. Il révèle son vrai nom et sa mémoire Gaïa nommée Aurora avant de disparaître avec leurs subordonnés. Après la fin de la tempête, Kurumi, Kana et Kuya se réunissent à l'agence pour un débriefing. Les deux dames expriment leur gratitude avant de s'excuser, impatientes de retrouver une vie normale. Kuya décide de travailler pour lui en guise de paiement pour le travail des détectives. Plus tard, Tokim parle de son inquiétude d'être un dopant depuis qu'elle a la mémoire de Gaïa. Bien que cassée, Philippe a confirmé qu'elle est identique à la mémoire du Joker de Shotaro. Le génie essaie de la rendre opérationnelle afin qu'il puisse commencer à obtenir de vraies réponses sur le passé de Tokim. Shotaro lui assure que quelle que soit l'histoire sombre qu'ils découvrent, ils s'en sortiront tous. Ils vont ensuite retrouver la jeune Ritsuka et son père. La jeune fille a engagé les détectives pour retrouver son grand-père car la police a fait un mauvais travail en essayant de le retrouver. La famille dirige un atelier local de classe mondiale, dont la clientèle comprend de grandes entreprises et des sociétés étrangères. Un jour, grand-père a accepté une commande de travail louche et a disparu depuis qu'il est allé livrer la machine au client. Ritsuka ajoute qu'elle a suivi l'homme à l'air mystérieux après sa première visite à l'atelier, mais qu'elle a perdu sa trace lorsqu'il a disparu dans une impasse. Le détective en prend note et réalise également un portrait robot du suspect. Avant qu'il ne parte, Ryu propose également ses services. Shotaro et Tokim parcourent la ville à la recherche de pistes quand elle est prise dans une transe lancée par Bando qui l'emmène dans une ruelle. Elle est avalée par un portail d'ombre futo quand elle le ramasse sur le sol. Certains de ses souvenirs commencent à lui revenir lorsqu'elle réalise que la ville est peuplée de monstres terrifiants. L'un d'entre eux tente de l'attaquer, mais elle est sauvée par des brachiosaurus dopants. Au lieu de dire merci comme une jeune fille polie, elle se rend à l'agence du monde de l'ombre pour les alerter de sa situation difficile. Pendant ce temps, le reste de l'équipe examine les preuves quand tout le monde se rend compte que Tokim n'est pas là. Shotaro commence à entendre son appel depuis l'autre dimension. Akiko ne le croit pas, elle pense qu'il a des hallucinations parce qu'elle lui manque. Elle les prévient rapidement que le grand-père de Ritsuka se trouve à l'intérieur et qu'il est en danger, avant d'être ramené à l'intérieur par le brachiosaurus. Quand le portail se ferme, les détectives se transforment et plongent dedans. Ils sont immédiatement confrontés à Nikedo qui se trouve être le client qui a demandé le travail étrange de grand-père. Il explique qu'après la livraison, c'est le vieil homme qui l'a suivi pour suivre Futo car il s'inquiétait de l'usage qu'il comptait faire de l'appareil. Le Freddy Mercury cabossé retire ses bretelles avant d'utiliser la mémoire de son réacteur pour se transformer en un cavalier fantôme à l'allure cool mais clandestine. Les Kamen Riders luttent en tant que tag team. Leur attaque d'entraînement maximum s'avère inefficace contre Nikedo qui contre-attaque avec une frappe puissante qui cause d'importants dégâts territoriaux. Pendant ce temps, Tokim reprend conscience, mais elle est confrontée à un enfant nommé Gaïa qui est l'utilisateur du brachiosaurus. D'après son discours,
Il semble avoir un passé avec Tokim. Il tente de profiter d'elle dans son état de faiblesse, mais elle remet le petit garçon à sa place avant de s'échapper. Pendant cet intervalle, Nikedo a signalé à quelques dopants de la route d'entourer et d'attaquer les coureurs. Ils se réunissent et ouvrent un portail géant qui renvoie les détectives dans le monde normal sans Tokim et grand-père. Philippe utilise sa recherche Google OP pour trouver plus d'informations sur l'ombre Futo dans l'espoir de trouver un moyen de retourner à l'intérieur. Shotaro se rend au temple local pour prier avec Ritsuka. Pendant qu'ils discutent, la jeune fille révèle que son grand-père avait l'habitude de prier dans un sanctuaire spécifique pour les forgerons et les artisans. Il y offrait également ses prototypes et ses nouvelles pièces. Le détective obtient du gardien du temple qu'il ouvre le sanctuaire où il trouve le prototype de la machine qu'il a construite pour Nikedo. Il l'amène à Philippe pour qu'il l'inspecte. Il en conclut que c'est un appareil que Nikedo utilise régulièrement dans le monde normal. Cela ferait de cet endroit un lien entre les deux dimensions et ils sont partis à sa recherche. De retour dans l'ombre de Futo, Tokim trouve grand-père et le sauve d'une attaque de dopants routiers. Elle se présente avec assurance comme l'assistante de Shotaro. Pendant qu'il se cache, grand-père révèle que la principale raison pour laquelle il a suivi Nikedo est qu'il ne veut pas répéter une erreur passée. Il a accidentellement fabriqué des pièces pour des mines antipersonnelles qui ont été utilisées pour tuer des innocents. La culpabilité l'a presque ruiné. Leur conversation est écourtée lorsque Tokim repère une occasion de retourner dans le monde normal lorsque des fourmis ouvrent un portail. Il se retrouve à un barrage que Nikedo connecte à sa machine pour se refroidir puisqu'il est un réacteur humain. Il repère Tokim et son grand-père et les attaque avec son pouvoir de dopage. Les détectives arrivent à temps et dévient son attaque. Vu le niveau de menace de Nikedo, ils entrent immédiatement dans leur forme ultime W pendant que Ryu s'occupe des deux dopants de la route. Le duo se défend beaucoup mieux cette fois-ci, au point que Nikedo prend Tokim en otage. Il leur ordonne de jeter leur épée et leur bouclier, ce qu'ils font, mais ils gardent leur clé USB et l'utilisent pour effectuer de magnifiques manœuvres aériennes afin de sauver Tokim. Ils procèdent ensuite à une contre-attaque de coups de pied qui détruit la mémoire Gaïa de Nikedo. Ryu achève également le fourrage sans incident. Il tente de s'échapper en ouvrant un portail, mais Nikedo apparaît dans son état de dopage et brûle ses subordonnés tout en provoquant une explosion géante. L'équipe s'abrite derrière son véhicule. Le réacteur humain se retrouve dans la ville des ombres tenue par Bando. Il partage ses derniers instants avec son patron avant de se désintégrer. Après coup, le grand-père et la famille remercient les détectives pour leur travail. Plus tard, Philippe a réussi à faire fonctionner à nouveau le lecteur cassé de Tokim. Lorsqu'il l'active, un port n'apparaît pas sur son corps, ce qui signifie qu'elle n'est pas un dopant. Philippe révèle également qu'il a effectué une recherche sur Bando. Bando était le PDG de Kai Opération, une entreprise de ressources humaines haut de gamme qui a également été impliquée dans la recherche sur les souvenirs de Gaïa. Mais les informations le concernant s'arrêtent là car il réside désormais dans la ville fantôme. Tokim est plus intéressée par le fait de retrouver ses souvenirs. Elle demande donc des informations sur les souvenirs de Gaïa, le musée et tout ce qui est pertinent. Shotaro lui demande de le retrouver plus tard et lui raconte l'histoire douloureuse qui les a menés à leur situation actuelle. Et cela met fin à la première saison.